honneur et bonheur que je suis ici. Je vous dis merci d'abord. Alors, pour ouvrir la parole, souvent donc on dit honneur et on répond voilà. Et c'est ainsi que le conte s'installe et c'est ainsi qu'on peut raconter. Alors, où est-ce que je me situe? Il suffit qu'on dise qu'on est conteur, qu'on vous raconte des histoires. Moi, des fois, je me promenais comme ça. Ah, Joujou, t'es conteuse. Il y a très longtemps. Je connais une histoire, je vais te la raconter. Donc, il y a comme une transmission des aînés qui m'a été offerte en cadeau parce qu'ils ont entendu dire que j'étais conteuse et puis ils m'ont confié des histoires. Parmi ces histoires, il y en a qui étaient des contes et il y en a qui étaient un peu de création, fabulation. Et au fil du temps, je me suis investie dans des histoires à dire et de fil en aiguille, des histoires à écrire. Et ce qui motive le plus mon écriture et ma parole, compter, c'est l'âme profonde humaine. L'âme profonde humaine qui est universelle, mais lorsque nous parlons d'une fille née en Haïti, vivant à Montréal, c'est sûr que cet imaginaire est hybride. Mais de cet état hybride, je vais souvent à la source première. Vous direz Haïti, derrière Haïti se loge l'Afrique, et de cette Afrique émane l'histoire qu'a connue le Brésil, qu'a connue Cuba, qu'a connue les autres Antilles. Donc nous avons ce bassin de répertoire commun qui alimente mon écriture et ma parole. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que lorsque je prends un texte et que je me l'approprie, parce que le conte a pour... le conte est forcément évolutif. On ne peut pas raconter un conte de la même manière qu'on le racontait il y a 50 ans. Et en tant que femme vivant dans une société contemporaine, il y a des choses que rapportent les contes que j'ai envie de dire autrement, que j'ai envie de dire et pousser plus loin. Et c'est ce qui me ramène à cette grande famille des Amériques élargies, de l'Afrique déportée, et qui fait que dans cet imaginaire, à force de lire des livres, de rencontrer des gens et aussi aller sur le terrain. En allant sur le terrain, j'arrive. En allant sur le terrain, en faisant une cueillette de données, donc je m'en vais dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Cuba, et puis je ramasse plein d'outils. Et puis on me dit, mais on ne comprend pas pourquoi tu viens chez nous, parce que nous allons en Haïti. Et c'est là où je suis allée, j'ai fait demi-tour arrière pour comprendre que ce qui s'est passé en Haïti, comme c'est le premier pays à avoir eu l'indépendance, qui a fait la révolution depuis 1804, qui est déclaré libre, donc ça fait quand même beaucoup d'années de parole libre. Et avant cette parole libre, il y avait une parole de nuit qui a été un peu le porte-bonheur de cet imaginaire, parce que à travailler sur les champs de canne à sucre, de coton et en état d'esclavagisé, eh bien, c'était impossible pendant le jour de garder la parole de jour comme nos ancêtres, les Africains, qui eux avaient des griots pour leur raconter d'histoires. Donc, on ne peut pas être des raconteurs. On n'a rien à raconter comme héritage. Mais on va compter, on va voyager, on va partager cette fièvre de liberté et puis on va utiliser comme exutoire cette parole de nuit où il y a tout l'imaginaire, tout l'espoir de liberté, tout le rêve et aussi cet exutoire où on se défoulait de ce travail trop dur pendant le jour, et c'est là où le monde onirique, le monde de la nuit, le monde du conte a gardé toute sa saveur, toute sa fièvre, et c'est pour ça qu'on me dit il faut que tu retournes en Haïti pour prendre des contes. Et c'est ce que je fais parfois en ajoutant un petit peu de piment. Oui, merci. Elle m'a complètement convaincue qu'elle est une vraie conteuse. Ça, c'est ça, une conteuse. Elle nous a conté le conte. Mais vous aussi.
aussi Mais moi, qui nous avez conté. Elle nous a raconté ce qu'elle raconte. Mais écoutez, je pense que ce qui vous rejoint toutes les deux, c'est que vous faites une collecte au départ. Que ce soit dans la tradition orale, que ce soit dans l'écrit, vous collectez, puis ensuite vous personnalisez ce que vous avez recueilli, vous en accaparez, et puis vous le restituez, mais à votre manière, n'est-ce pas? Donc cette collecte est importante. Et elle est attachée au territoire aussi. Oui, et vous savez que quand j'ai dit que je suis une raconteuse, c'est pas c'est moi ça. Mais il y a beaucoup de vrais conteurs en Acadie. Mais les anciens, il n'y en a plus de jeunes. Mais les anciens, j'en ai entendu des vrais. Et vous savez comment j'arrivais à les trouver? Parce que moi, je voulais faire une thèse sur Rabelais et j'avais besoin de connaître beaucoup de choses. Alors, je suis partie un été avec ma petite voiture et je faisais le tour de l'Acadie, surtout les autres provinces, vous savez, mais aussi le nord du Nouveau-Brunswick. Et j'arrivais, par exemple, à Caraquette et je voulais trouver les plus anciens, ceux qui contaient les vrais contes, qui dataient des temps primitifs d'avant les temps. Eh bien, je suis arrivée un jour dans un magasin général à Caraquette et j'ai dit, excusez-moi, puis il y avait plein d'hommes, c'était un lundi matin, assis sur les barils de clous, puis qui causaient, puis qui mâchaient de la gomme. Puis à un moment donné, j'ai dit, excusez-moi, je cherche le vieux. Tout le monde a dit, Maxime. Ah oui, Maxime, lequel? Ben, il dit, Maxime, Pastarache, je me rappelle pas. Vous ne connaissiez pas? Chiasson, Maxime Chiasson. Mais non, j'avais aucune idée qui cherchait, moi. Je cherchais le plus vieux. Voilà. Alors j'ai dit, ah, Maxime Chiasson, est-ce qu'il habite toujours à la même maison? Oui, oui, là, ah, la jaune là-bas, ah, ben, merci beaucoup. Et je m'en vais chez Maxime Chiasson. Voilà les trucs qu'ont les gens... Au Québec, on dirait que vous êtes une ratoureuse. Ah, je sais, on le dit en Acadie aussi. Hein. Alors, ce qui arrive, c'est que je parle à Maxime Chiasson, qui, lui, me conte des contes, puis tout. Puis quand il a vu que je cherchais vraiment à aller à la source, il dit, écoutez, c'est mon oncle qu'il faut que vous voyez. Mais lui, il avait 89, hein? Son oncle en avait 96. Il dit, il faut aller voir mon oncle Jimmy. J'ai dit, Jimmy qui? Jimmy Lantaigne. Où est-ce qu'il habite? Ben là-bas. J'ai vu Jimmy Lantaigne. Et là, j'ai parlé pendant 5-6 ans avec Jimmy Lantaigne. Il m'a tout raconté. Et puis un jour, il m'a raconté, il y avait eu 5 femmes, lui. Les autres sont mortes, là, je sais pas. C'était pas Barbe Bleue. Non, non, puis c'était pas Barbe Bleue qui les tuait, là. Non, non, non. Ils sont morts de leur belle mort. Mais ils se hâtaient de se marier tout de suite. Mais la dernière femme, elle était là, à côté, là. Puis là, il la voulait, celle-là. L'autre était morte. Et là, le prêtre ne voulait pas les marier. Il dit, écoute, il tue ces femmes, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas le laisser se marier encore. Alors, là, c'est la conteuse qui vous compte. Alors, il me dit, ben, je me suis souvenu que j'avais rencontré un prêtre un jour qui était venu se baigner avec moi en Gaspésie. Et je lui avais sauvé la vie. Il était tombé dans une vague énorme, puis il ne savait pas nager, puis il lui avait sauvé la vie. Puis le prêtre lui a dit, si jamais tu es mal pris dans ta vie, je sauverai la tienne aussi. Puis il dit, un jour, personne, il n'y avait pas un prêtre qui voulait me marier. Mais là, ce prêtre-là était devenu évêque de Gaspé. Il va trouver l'évêque, il dit, tu me dois la vie. Ben, tu vas me marier avec une telle. C'est comme ça qu'il s'est marié. Voilà des vrais Acadiens, des vrais anciens. Et bien, un jour, je raconte ça à la radio, un samedi matin, puis je parle de Jimmy Lantaigne. Et c'est une radio où il y avait une communication avec le public. Tout à coup, le téléphone sonne, quelqu'un veut poser une question à Antonine Maillet. Je dis, très bien, veut parler, c'est-à-dire. Il dit, madame, il dit, je tiens à vous dire que Jimmy Lantaigne est mort ce matin. Hein? Ah, ben j'ai dit, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ben, il y en avait 105, je pense, alors. Ça pouvait passer. Puis il dit, Jimmy Lantaigne m'a dit que, en tout cas, il m'a conté des histoires. Alors, Jimmy Lantaigne, un jour, ah oui, puis il m'avait conté qu'il avait construit un bateau pour un homme qui vivait à Québec, puis qu'à 85 ans,
Il avait construit le bateau pour Québec, puis il est allé le mener lui-même. Il fallait contourner la Gaspésie pour aller jusqu'à Montréal, à Montréal qui était. Puis il dit, voilà, j'ai été conduire ce bateau-là. Moi, j'ai pas cru Jimmy Lontagne, parce que les conteurs peuvent inventer aussi. Eh bien, un jour, je suis dans un taxi et je m'en vais à l'aéroport de Montréal. Ah, il dit, vous avez l'accent des Acadiens. J'ai dit, j'en suis. Mais il dit, j'en ai connu un, moi. Il m'a construit un bateau, puis il est venu me le conduire lui-même. Et la dernière chose que je vais vous dire sur Jimmy Lontagne, ça fait partie de tout ça, c'est son collègue, ou un autre pareil à lui, qui s'appelait Sullivan. Puis lui était de la Nouvelle-Écosse. Puis il me contait des histoires incroyables, des histoires de géants, des histoires de bateaux. Lui avait été un pêcheur, et puis un marinier, puis tout ça. Puis il me contait des histoires tellement fantastiques qu'un jour, il m'a conté l'histoire qu'il avait vu 4 baleines qui sortaient. Il était dans un bateau. La baleine qui est sortie à la proue, puis à la poupe, puis à tribord, puis à bâbord, puis les 4 ont fait un grand jet, puis ils sont plongés, puis celui de bâbord est allé à tribord, puis bon, il m'avait conté une histoire fantastique. Mais moi, comme je faisais ma thèse sur Rabelais, elle était dans Rabelais, cette histoire-là, telle qu'elle. Alors voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que lui, Sullivan, avait lu Rabelais? Pas du tout. Ces histoires, c'est ça la littérature orale. C'est de la tradition orale qui se raconte de père en fils. Et quand celui-là, un jour que je donne une conférence sur Sullivan, un étudiant de l'université de Moncton vient me dire après, vous savez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous donner. J'ai dit, donnez-moi la mauvaise, la première. Il dit, Sullivan est décédé. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'est la bonne? Et il dit, avant de mourir, il m'a dit, si jamais tu trouves Antonin Maillet, dis-lui qu'il y a certaines des histoires qui n'étaient pas vraies. Voilà, vous avez là le conteur et le typique conteur acadien et le retypique de la Nouvelle-Écosse. Mais j'imagine que toutes les deux, quand vous étiez enfant, vous avez écouté des contes. Hein? Et donc, est-ce que c'est des choses que vous avez conservées?